C'est un peu l'année de Mats Pedersen. 3 victoires pour Mats Pedersen sur la Vuelta plus le maillot vert. Il remporte une victoire sur le Tour de France. Il fait top 10 à San Remo, top 10 au Tour des Flandres. Bon, on attendait un peu la confirmation après son titre de champion du monde en 2019. Là, on l'a eu. 2022, c'est l'année de la confirmation pour Mats Pedersen. C'est l'année de la maturité. Il a super bien marché. Je pense que sur les classiques, il va faire très mal cette année. Patrice Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. La Grande Presse 2023 by Vélo Podcast de retour avec aujourd'hui la Trek Segafredo au masculin comme au féminin. Et avec moi aujourd'hui, Julien Després. Salut Julien. Salut Guillaume. On a l'habitude, Julien Després, actu cyclisme féminin qui redémarre tambour battant pour ce début de saison. Alors si chez les hommes, on ne s'occupe pas du Tour Down Under qui se déroule cette semaine, chez les femmes, ça s'est terminé. On parlera à la fin de ce podcast de l'équipe féminine de la Trek Segafredo qui a marché sur ce Tour Down Under. Mais on fait le teaser. C'est juste le teaser, on en parlera à la fin, Julien, ok ? Pas de souci. On commence avec les hommes, avec le bilan en 2022 de la Trek Segafredo. Là, on rentre dans une équipe qui fait partie du top 10 des équipes mondiales chez les hommes. 12e bilan sur les saisons 2020, 2021, 2022. 9e bilan sur l'année 2022. La Trek Segafredo, Julien, en 2022... Oh, c'est pas trop mal quand même. 19 victoires sur la saison. Un seul classement général, c'est Matthias Skelmose au Luxembourg en seconde partie de saison. Mais surtout quand même, Julien, je vais revenir sur lui. C'est Mats Pedersen. C'est un peu l'année de Mats Pedersen. 3 victoires pour Mats Pedersen sur la Vuelta plus le maillot vert. Il remporte une victoire sur le Tour de France. Il fait top 10 à San Remo, top 10 au Tour des Flandres. Bon, on attendait un peu la confirmation après son titre de champion du monde en 2019. Là, on l'a eu. 2022, c'est l'année de la confirmation pour Mats Pedersen. C'est l'année de la maturité. Il a super bien marché. Il a marché aussi dès le début de saison. Et je te rappelle qu'il a aussi gagné une étape sur Paris-Nice, ce qui est pas non plus négligeable en début de saison. Vu comme les jumbo volés sur Paris-Nice, c'est pas mal. C'est avec Pedersen, là, je pense il arrive à maturité et je pense que sur les classiques, il va faire très mal cette année. Parce que Mats Pedersen, finalement, c'est pas seulement un sprinter, il remporte le maillot vert de la Vuelta. Mais on sait très bien que pour remporter le classement par points du Tour d'Espagne, il faut quand même avoir un gabarit passe-partout. Mats Pedersen, il a quand même réglé des sprints où il y avait un très petit comité, où c'était même des sprints de 3, 4, 5, 6 quand ça passait une bosse dans le final. Il a quand même montré une super puissance sur cette fin de saison. Il était énorme sur la Vuelta. De toute façon, il se cachait pas que c'était aussi pour préparer les mondiaux, qui était un profil qui pouvait lui convenir. Ouais, Mats Pedersen qui aussi a remporté une étape sur le Tour de France. Tu le disais, on l'attend sur les classiques. Milan-San Remo et le Ronde en 2022, il fait top 10. Et c'est là maintenant, c'est sur les classiques, sur les grosses classiques qu'il doit s'affirmer. Il doit s'affirmer sur ces classiques-là. Alors, on parlait d'un gabarit un peu particulier, il me fait penser un peu à un gabarit à la Johan Museux, un peu le même style de coureur. Elle me fait surtout penser à un Tom Bonnen. C'est vraiment l'archétype du Flandrien, même s'il est danois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur Tom Bonnen, Mats Pedersen qui vient d'avoir 27 ans au mois de décembre, je suis d'accord avec toi sur Tom Bonnen parce que c'est vrai que il a ce style, t'as l'impression que c'est brut quoi. C'est de la puissance, que quand il écrase les pédales, il fait vraiment très mal aux autres. Il est capable, alors peut-être plus que Tom Bonnen, il est capable de bien grimper aussi, Mats Pedersen. Et vraiment, il a le gabarit pour marcher un peu partout. Et je le comparerais aussi, et c'est marrant parce qu'il avait aussi remporté le classement par points de la Vuelta il y a peu, Matteo Trentin, mais en plus puissant. Et je le trouve même plus polyvalent qu'un Matteo Trentin. Tu penses ? Ouais, il est... Trentin, dès que ça grimpait un peu, tu le voyais plus vers l'arrière du peloton, tandis que là, tu le vois encore milieu de peloton. Il peut repenser à l'étape de Saint-Étienne qui va remporter. Le final est pas tout plat. C'est vraiment plus un vrai passe-partout, un peu un Torushoft aussi. Aussi Torushoft. Ouais, c'est vrai qu'on est dans ce profil de coureur, mais c'est vrai que Mats Pedersen, il avait été champion du monde en 2019 à Rogate, un peu à la surprise générale, et que depuis on attendait un peu cette confirmation. Il avait claqué une semi-classique belge à Kurn en 2021.
C'est vrai qu'en fait, il avait commencé un gros début de carrière avec le Tour des Flandres. Il fait 2e du Tour des Flandres en 2018. Il fait champion du monde en 2019. Il remporte un peu Gand-Wevelgem en 2020. Mais derrière, il a eu un peu de mal à passer le gap et voilà, à être un des top coureurs un peu de ce peloton mondial. Autre coureur dont on va parler dans cette grande présentation by Vélo Podcast pour la saison 2023, on revient sur l'année 2022 de la Trek Segafredo. J'en ai parlé en introduction, on va faire un petit zoom dessus, c'est Matthias Skjelmose. Il a 21-22 ans, je refais un peu son année 2022 et tu vas voir que ça va être intéressant et je vais te poser la question, est-ce que c'est l'avenir tout simplement de la Trek dans les classements généraux? Il remporte le Tour du Luxembourg, il fait 3e du Tour de la Provence, 3e au Danemark, 3e du Tour de Wallonie, il fait 5e de la Route d'Occitanie, 2e du Tour de l'Inde, 10e des championnats du monde qui ont été très sélectifs en Australie. Skjelmose, c'est encore jeune, ça s'est aguerri, on a l'impression au niveau continental en 2022, mais c'est très intéressant ce qu'il montre. Il montre de très très belles choses. Lui aussi, il a performé, on va dire, depuis le début de saison. On recommence à avoir alors, c'est une tendance générale, j'ai l'impression, d'avoir moins d'ultra spécialistes, des gens qui sont là toute la saison. Et c'est vrai qu'il fait une fin de saison d'enfer. Le Tour du Luxembourg, meilleur jeune du Tour de l'Ain, qui est pas une course de peintre. Ça peut être l'avenir de la Trek Segafredo. En bien entouré des Italiens, il peut performer. Ouais, les Italiens, tu parles des Italiens, t'as un Ciccone qui peut l'entourer, t'as un Cataldo encore qui peut grimper un petit peu, tu vas avoir un Baroncini, t'en as aussi d'autres, Julien Bernard, aujourd'hui c'est un équipier modèle à la Trek Segafredo, Kenny Elissand, il a quand même une équipe pour l'entourer, et Skjelmose, on le verra pour 2023, c'est peut-être sur lui qu'on va miser un petit peu plus et le mettre un peu plus en avant sur la course par étapes pour le Tour. Sur les grands tours, ça peut être aussi son profil. Après, il a que 22 ans, on aurait tendance à l'ancienne dire qu'il faut le laisser pousser. Quand on voit les Bernal, les Pogacar, ça arrive vite jeune, donc il faut pas non plus qu'il traîne trop. On va parler d'autres coureurs de la Trek sur l'année 2022. Je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur Giulio Ciccone. Alors Giulio Ciccone, comment dire, Giulio Ciccone, moi je l'attendais peut-être un petit peu plus sur un classement général. Il fait 10e de Tirreno en 2022, mais on se rend compte que on va pas le refaire, Giulio Ciccone, même s'il est pas forcément très vieux, Ciccone. 3e du classement de la montagne sur le Tour de France, 2e du classement de la montagne sur le Giro avec une victoire d'étape. Définitivement, son identité, elle est là, elle est dans le tempérament offensif. Elle est dans l'attaque. C'est le grimpeur qui cherche l'attaque. Un peu comme dans le temps, on avait des Virenque, un peu comme Pinot aurait dû faire ou devrait faire sur ces derniers mois, des coureurs comme ça, qui est plus porté vers l'attaque, comme Barguil devrait faire également. Aller chercher des maillots de grimpeurs et faire le show. Parce que faire le show pour une équipe comme la Trek Segafredo, on voit bien qu'avec leur profil de coureurs qu'ils ont, on est vraiment dans une équipe qui joue les premiers plans dans les courses World Tour. Ils vont pas aller chercher le classement général d'un grand tour ou d'une course par étape World Tour. C'est quand même réservé aujourd'hui, malheureusement, à une petite élite du peloton mondial. Mais la Trek Segafredo, ils seront toujours là pour aller gratter des points sur des victoires d'étape à gauche à droite. Je te parle de Ciccone, mais je peux très bien aussi te parler d'autres coureurs comme Juan Pedro Lopez, qui a fait 10e du Giro, mais qui avait profité d'une échappée. D'un Bauke Mollema, qui est un petit peu sur la fin, qui fait 7e au Lombardia. On est un peu dans ce profil de coureur pour en tout cas le groupe de grimpeurs de la Trek Segafredo. Ce sont des gars qui vont faire des coups. C'est exactement ça, c'est des mecs qui vont faire des coups. Après oui, comme tu disais, tu as l'inamovible Bauke Mollema qui fait encore des places sur des belles classiques, qui arrive encore à glaner des titres nationaux en contre-la-montre, mais c'est vrai que c'est plus une équipe de coups sur les grands tours. Ouais, Bauke Mollema, 36 ans au moment où on parle aujourd'hui, qui est champion des Pays-Bas du contre-la-montre en titre, puisqu'il a remporté ce titre en 2022. Autre coureur, on va clore le bilan de l'année 2022 de la Trek avec ce coureur, j'aimerais qu'on en parle parce que finalement on a parlé de Mats Pedersen un peu dans ce profil classic man sprinter, mais à la Trek il y en a un aussi qui est dans ce profil là, c'est Jasper Stuyven qui fait 7e de Paris-Roubaix, qui fait des top 10 sur des semi-classiques belges, lui qui avait remporté Milan-San Remo en 2021, là 2022 il n'a pas forcément confirmé toutes les attentes qu'on plaçait en lui. J'ai un peu l'impression qu'il est passé complètement au travers de sa saison après les Flandriennes, quand Wevelgem c'est 4e, Bruges-La Panne, après derrière il n'y a plus rien, on dirait qu'il s'est éteint le soir de Paris-Roubaix. Le soir de Paris-Roubaix où il fait 7e, derrière sur le Dauphiné il fait 2 6e places. Sur le Tour de France, il fait une 6e place, il fait 4e aux Champs-Élysées.
Allez, sur le Tour du Danemark à la fin, il fait quelques top 10, mais c'est pas forcément là qu'on l'attend. Jasper Stuyven, c'est un Flandrien passe-partout, très bon sprinter. C'est plus là qu'on l'attend. Est-ce qu'il pourrait pas être inspiré par le parcours de Mats Pedersen en 2022 pour se refaire une série en 2023? C'est espérer qu'ils s'inspirent et qu'ils se complètent, parce que les deux en forme, s'ils s'entendent super bien, ça peut marcher, ça peut aller à la gagne pour les deux. Hein. Et Mats Pedersen, on l'annonce plutôt apparemment sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France. Stuyven, il faudrait qu'il suive un petit peu la voie de Mats Pedersen aussi, à claquer peut-être un classement par points d'une course par étape, à se concentrer sur les classiques. De toute façon, il y sera sur les classiques, Stuyven, c'est sûr et certain. Stuyven, en fait, faudrait qu'il vise un classement par points sur une Vuelta et qu'il marche sur les classiques flandriennes. Stuyven, on va conclure avec ça, qui a réalisé en 2022 sa plus mauvaise saison depuis 2016. C'est dire un peu le trou d'air de Jasper Stuyven, mais qui est quand même, et on va pas le dénigrer, qui est un des meilleurs quand même classic men du peloton mondial. On va passer au transfert de l'hiver pour la Trek Segafredo 2022-2023 cet hiver avec 5 départs. Alors c'est un mercato dans son ensemble qui est restreint, il y a eu peu de mouvements, mais on va voir 5 départs donc pour la Trek avec Jacob Egholm qui part dans une Conti danoise, 2 coureurs qui partent dans l'équipe Tudor de Fabien Cancellara, Alexander Kamp et Simon Pello, et 2 coureurs qui partent eux dans l'équipe de Nibali, la Q36.5, Matteo Moschetti, Gianluca Brambilla. Bon, une fois qu'on a dit ça, Julien, pour les départs dans l'équipe Trek, c'est quoi? Ce sont des coureurs qui partent et qui n'ont pas scoré comme on attendait. Un Matteo Moschetti, on en attendait plus au sprint, notamment. Le World Tour, c'est peut-être un niveau trop. Il va redescendre en Conti avec la Q36.5. Brambilla, un petit peu en fin de parcours aussi. Simon Pello, qui n'a pas forcément passé le gap qu'on attendait. Alexander Kamp aussi, qui a une bonne pointe de vitesse, mais qui n'a pas forcément passé le gap du World Tour. C'est des coureurs qui ont eu du mal à franchir la marche. Hein. Pello, il marchait super bien quand il était chez Androni. J'ai l'impression qu'il a perdu ses moyens en passant chez Trek. Et peut-être que les courses sur le Tour sont moins adaptées à lui, ça peut arriver aussi. Oui et non, parce qu'il quand il marchait, il avait quand même performé plusieurs fois sur le Giro, donc c'est ça qui est étonnant avec lui. Oui, mais sur le Giro, mais avec la Androni, c'est-à-dire avec une équipe qui était offensive. Voilà, il était plus souvent à l'attaque, là on l'a peut-être trop calmé, il s'est peut-être endormi, tout ça. Ouais, il a dû s'endormir dans un faux rythme qu'il n'avait pas chez Androni. Pello qui fait partie des 5 départs de la Trek cet hiver, 3 arrivées. Alors là, c'est intéressant. On va prendre le temps un petit peu d'en parler. Je vais commencer par le spécialiste du cyclocross. C'est un nom qui parle forcément aux amoureux du cyclocross. Il s'appelle Nice, Thibaut Nice. Alors Thibaut, ils sont pas embêtés, hein. AUD, AULT, non, ils ont enlevé, ils ont fait AU, Thibaut Nice, pour écrire le prénom du fils de Sven Nice, l'une des légendes du cyclocross, qui arrive de l'équipe de cyclocross baloise Trek Lions. Bon, le sponsor Trek a permis de faire la bascule du cyclocross à une équipe World Tour sur route. J'ai l'impression la tendance de faire venir des gens du cyclocross sur la route en se disant tiens, si on faisait comme avec Van Der Poel et Van Aert, ça peut marcher. Pourquoi pas? Parce qu'il a quand même quelques petites références sur des classes 2, sur des courses belges. Donc c'est pas non plus négligeable ce qu'il a fait. Après, pour l'instant, il était aussi, faut le dire, Thibaut Nice. Alors il a que 20 ans. Attention, on va pas, voilà, il vient d'avoir 20 ans en plus, Thibaut Nice. Faudra être patient avec lui. C'est un coureur qui peut être, dans le profil d'un Quinten Hermans, par exemple. Je le vois plus dans un profil, à la Mathieu Van Der Poel, plus dans ce registre-là. Tu penses? Un peu attaquant, un peu vrai Flandrien aussi. Thibaut Nice qui a été champion d'Europe espoir sur route. En 2021, on va le suivre un peu avec son arrivée en World Tour. Autre arrivée, c'est un autre coureur qui a brillé en espoir. Il s'appelle Matthias Vasek. C'est un Tchèque qui a connu une année 2022 un peu particulière, qui a terminé 2e des championnats du monde espoir derrière Yevgeny Fedorov en Australie, qui a aussi couru en début de saison 2022 avec la Gazprom, qui avait même remporté la 6e étape de l'UAE Tour, on se rappelle, avec ce maillot de la Gazprom, alors qu'on était en plein début du conflit russo-ukrainien. Matthias Vasek qui avait levé les bras avec le maillot de la Gazprom sur l'UAE Tour, et il a tapé dans les yeux de la Trek Segafredo avec son arrivée. Matthias Vasek, c'est un coureur intéressant à suivre aussi. On mise sur des jeunes là, après Thibaut Nice, Matthias Vasek. Ah, on renouvelle le réservoir jeune. 20 ans aussi. Hein. Ouais, un bon gars. Il a un bon petit gabarit de grimpeur aussi, ce garçon. 10e du Tour de l'Avenir. 3e la course de la paix, qui était une référence et qui reste
reste une référence des courses par étapes chez les 23. Coureur complet, on dira. Coureur complet qui a fait, pour sa dernière course de la saison, 6e de la Veneto Classic. Ça marque aussi un petit peu, la Veneto Classic. Il termine au sprint juste derrière Matteo Trentin, par exemple, dans le groupe. Et la 3e arrivée à la Trek, donc, pour cette saison 2023, c'est Nathanael Tefsatsion. J'ai bien dit, le jeune grimpeur érythréen, 23 ans, qui arrive de la Drone Hopper. Bon, là aussi, de toute façon, on voit bien dans les 3 arrivées de la Trek que c'est jeune, qu'on renforce et qu'on renforce avec du talent. On renforce avec du talent, on renforce avec ce qui pourrait être l'avenir du cyclisme, le cyclisme africain. Ouais, érythréen qui marche très bien. Et ils sont propres sur le vélo, ils sont beaux à voir, non, c'est efficace. Moi, j'attends de le voir, Tefsatsion. Tu sais quoi, j'attends de le voir quand même un petit peu. Il avait quand même un petit peu brillé sur le dernier Giro avant d'abandonner en début de 3e semaine. Tefsatsion, il avait fait 2 top 10. Ça peut être intéressant. Tefsatsion qui a une bonne pointe de vitesse quand même. Il a une belle petite pointe de vitesse, il grimpe bien. Ça va être le coureur à regarder. Hâte de le voir à plus haut niveau. Allez, on va passer à l'année 2023 pour la Trek Segafredo. Bon, on en a quand même un petit peu parlé avec le bilan de l'année 2022. Ça va être rapide pour 2023. De toute façon, c'est une équipe qu'on attend sur les classiques, sur les sprints. Une équipe de coups, plus de courses d'un jour avec le groupe, avec un Mats Pedersen, avec un Jasper Stuyven. On n'en a pas parlé, mais aussi de Quinn Simons qui a aussi brillé en 2022. Gros moteur, Quinn Simons, un Edward Tuns. On les attend plus là quand même. On les attend sur ce qu'on pourrait appeler course de bourrin, des courses où faut mettre de la puissance. Et toi, tu en attends quelque chose de Quinn Simons pour 21 ans, Quinn Simons seulement, mais c'est quelqu'un qui est arrivé tôt chez les professionnels. Tu en attends quelque chose, toi? Tu attends peut-être un passage à l'étape supérieure pour lui? Qui commence aussi un peu à percer, bon, même s'il fait meilleur grimpeur au Tour de Suisse, meilleur grimpeur sur Tirreno. 7e d'Estrade, c'est pas rien. Pourquoi pas aussi sur les classiques, en appui de Stuyven et de Pedersen, un trident avec l'invité surprise, l'outsider. Et les classements généraux donc pour la Trek Segafredo. Bon, c'est une équipe de coups, on le redit, avec Bauke Mollema, avec un Ciccone, avec un Filippo Baroncini. Baroncini aussi, on va le suivre un petit peu, c'est un jeune. Hein. On voit que la Trek s'est bien renouvelée. Baroncini, il a 22 ans seulement. Lui qui était avant dans l'équipe Kolpak. Bon, Baroncini aussi, ça fait partie de ces coureurs avec un Skelmose qu'on va développer petit à petit. C'est peut-être l'orientation qu'ils veulent prendre, repartir sur des coureurs de course par étapes pour compléter les classiques. Peut-être que le staff de Trek veut briller toute l'année. Et on l'espère. Pour la Trek Segafredo, on va parler maintenant des femmes, de l'équipe féminine de la Trek Segafredo avec toi, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Une équipe quand même qui en 2022 a brillé, il faut quand même le dire. C'est une des top 3 équipes mondiales. 33 victoires sur la saison 2022, avec notamment Elisa Longo Borghini qui a remporté Paris-Roubaix, qui a fait top 10 sur à peu près toutes les courses auxquelles elle a participé. Elisa Longo Borghini, ça a été la grande dame de cette équipe Trek Segafredo en 2022. Alors en 2022, moi je serais même tenté de te dire que c'était l'année de son déclic. Elle a déjà un beau palmarès auparavant, mais la prise de confiance qu'elle a eue sur sa victoire de Paris-Roubaix, derrière déclenche toute sa saison. Derrière, elle va se faire une 6e place à Flèche Wallonne. Elle va gagner le Women's Tour, le Tour d'Angleterre, une 4e place au Giro, une 6e place au Tour, une 2e place à la Vuelta. C'est pas plus et 2 victoires en classique de fin de saison. Je pense qu'elle a vraiment déclenché quelque chose. Sa victoire à Paris-Roubaix lui a déclenché un pic de confiance. Et c'est une coureuse qui est quand même capable de briller sur tous les terrains. Ça, c'est assez impressionnant. Mais elle peut briller partout. Elle l'a encore redit cette semaine là, dans une interview. Et elle aurait 2 pics cette année, Paris-Roubaix et gagner le Tour de France. C'est dire. On en parlera demain avec la Movistar et Madame Van Vleuten qui va disputer sa dernière saison. Ça peut donner un sacré duel quand même. Autre coureuse qui a brillé quand même en 2022 pour la Trek Segafredo, Elisa Balsamo. J'ai quand même envie de te dire qu'Elisa Balsamo a porté le maillot de championne du monde pendant une grande partie de la saison jusqu'à la fin de saison, là, Elisa Balsamo. Et c'est quand même une belle saison de championne du monde. On connaît la grande malédiction du maillot arc-en-ciel. Elle fait quand même partie des 5-6 meilleures coureuses au monde en 2022. Mais son arc-en-ciel a brillé toute la saison et elle a mis un point d'honneur à remporter sa dernière course en arc-en-ciel à Madrid. Elle a marché tout le temps. Il lui a juste manqué le petit coup de chance qui aurait pu la faire briller sur le Tour avec son maillot, mais on va pas la blâmer par rapport à la super saison qu'elle fait. Derrière Lorena Wiebes au sprint, c'est Elisa Balsamo la meilleure? Aujourd'hui, oui. Pour moi, oui. Et une autre, Hélène Van Dijk. Bon, Hélène Van Dijk, on va en parler, ça, on fait la transition vers une autre coureuse qui a performé quand elle écrase les pédales. Elle est encore championne du monde du contre-la-montre, elle a conservé son titre en Australie en septembre dernier.
Bon, quand elle écrase les pédales, quand dans le final il faut emmener Elisa Balsamo, que Balsamo se met dans la roue de Van Dijk, bon, il n'y a plus personne derrière, emballer c'est peser quoi. C'est un élément principal du train. Alors on en parlera après dans les transferts, mais il y a d'autres choses aussi qui arrivent pour le train de Balsamo. Van Dijk qui a aussi, n'oublions pas, battu le record du monde de l'heure. Aussi, Hélène Van Dijk qui a fait une énorme performance. C'est elle la meilleure rouleuse au monde. De toute façon, elle l'a prouvé. Elle a conservé son titre de championne du monde du contre-la-montre. Elle a battu le record de l'heure. Elle est en pleine force de l'âge. Ah, mais c'est son année de contre-la-montre. Et elle aussi peut briller sur un Paris-Roubaix, hein, sans aucun doute. Et tu parlais de Van Dijk sur Paris-Roubaix. Elle fait 7e de Paris-Roubaix cette année. On rappelle que le podium de Paris-Roubaix, c'est Longo Borghini la Trek devant Lotte Kopecky et Lucinda Brandt, une autre course de la Trek, qui fait 3e. Hélène Van Dijk qui est dans le groupe de poursuivants avec Brandt notamment, qui fait 7e. C'est peut-être le meilleur groupe de classiques sur les Flandriennes pour les femmes. Au moins sur Roubaix, après sur le Tour des Flandres, il leur manque le petit facteur chance. Parfois, c'est un peu à l'image des hommes et il marche aussi beaucoup sur les Flandriennes. On va parler des transferts donc de cette Trek Segafredo au féminin pour cet hiver. Juste au niveau des départs, j'en ai noté 2 quand même, Audrey Cordon-Rago et Chloé Hosking, qui devaient atterrir à la BNB Hotel. Je te pose juste la question comme ça, si Audrey Cordon-Rago n'avait pas le projet BNB Hotel, elle serait toujours à la Trek? Elle serait encore à la Trek et elle a refusé de retourner à la Trek l'intersaison. Ça aurait peut-être été aussi compliqué mentalement de le vivre, ça, un retour, alors qu'elle avait un projet clé en main. Elle avait le projet clé en main, on en avait parlé dans le podcast sur BNB Hotel, justement, c'est elle qui devait tenir la baraque. C'est vrai que retourner, ça aurait peut-être fait un piteux retour en arrière. Avec les arrivées pour la Trek Segafredo au féminin, eh ben il y a quand même Amanda Spratt, Brody Chapman. Pourquoi j'en parle? Parce que au moment où on parle, le Tour Down Under, c'est fini il y a pas longtemps, et ben Amanda Spratt, elle a déjà brillé. Elle a déjà un peu justifié son arrivée à la Trek Segafredo. Elle a été juste battue par Grace Brown sur ce final du Tour Down Under. C'est costaud et c'est un vrai renfort. Ah, c'est un vrai renfort, peut-être aussi pour jouer la stratégie de la double tête sur les courses par étapes ou pour assister Elisa Longo Borghini. Je mise plus sur la double tête dans la stratégie. Après, on parlait de Brody Chapman et d'Amanda Spratt dans les transferts. Faut pas oublier que là, on a la première et la 3e du championnat d'Australie. Tu recrutes une double tête, ok, mais face à une Van Vleuten, tu peux avoir une double ou une triple tête. Bon, si elle est au-dessus, elle est au-dessus. Hein. Ah, si elle est une jambe au-dessus, elle est une jambe au-dessus. Après, ça peut peut-être la permettre de faire douter. Hein. On l'a vu sur le Giro, le fait d'être contesté par quelqu'un. L'avant-dernière étape de montagne, elle chute parce qu'elle doute. Donc tout peut arriver. 2023 pour la Trek Segafredo au féminin, c'est possible de faire mieux qu'en 2022? C'est toujours possible de faire mieux. Peut-être plus de monuments, plus de grosses victoires? Plus de grosses victoires, oui, avec Lisa Klein, la rouleuse allemande, qui peut marcher pas mal sur les Flandriennes. Realini, la petite Realini, qui peut aussi faire douter en montagne parce qu'elle a un petit gabarit, elle grimpe bien. Et on en parlait tout à l'heure avec Elisa Balsamo. L'arrivée d'Hilaria Sanguinetti, elle y est pour beaucoup parce que c'était elle qui l'emmenait quand elle était chez Valcar. Et avec sa position de leader, elle a imposé à ce qu'elle vienne chez la Trek Segafredo en poisson pilote. Merci Julien d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Trek Segafredo, hommes et femmes. Ça continue, la grande presse 2023 par Vélo Podcast. Julien, tu restes dans la roue. On se retrouve dès demain avec une autre équipe. On va parler cette fois-ci un petit peu plus espagnol. Je donne pas le nom, je crois que je l'ai donné de toute façon. Ça sera la Movistar. Movistar aussi, au masculin comme au féminin, on aura pas mal à dire. Eh oui, une belle course par étape en 2 étapes pour moi. Ouais, avec un podcast Movistar sponsorisé par l'EHPAD des Glaïeuls. Allez, on se retrouve demain dans Vélo Podcast. On se retrouve pour la suite des grande présentation de la saison 2023. C'est parti sur les chapeaux de roue. À plus, Julien. À plus, Guillaume.